Cette vidéo s'appelle l'achat. Pour que vous compreniez ce que j'ai cherché, ce que je voulais trouver, ce que j'ai trouvé et donc ce que j'ai acheté, et puis que vous puissiez suivre les vidéos qui vont s'enchaîner à raison d'une par semaine pendant 4 mois. On va se retrouver toutes les semaines, probablement en fin de semaine, pour voir comment ces travaux, comment ce projet avance. Eh bien, il est extrêmement important que je vous explique qu'est-ce que je voulais trouver, qu'est-ce que j'avais dans la tête, et aussi que je refasse un petit peu d'historique, puisque j'ai signé au mois de septembre l'achat de cette propriété. Alors, l'historique, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je suis, ou j'étais avant septembre, propriétaire de 2 gîtes que j'exploitais en Touraine, donc proche de Tours. 2 gîtes de groupe. Pourquoi? Parce que ça correspond plus à ce que j'ai envie de faire, à savoir offrir des conditions très sympathiques, par exemple à des familles pour se retrouver, pour passer un week-end ensemble, faire une cousinade, se retrouver entre amis. Donc ça, c'était effectivement pourquoi j'ai créé 2 gîtes de groupe en banlieue de Tours. Donc des gîtes qui tournent très bien, donc avec un savoir-faire que je connais bien. Le problème, c'est que généralement, quand je fais quelque chose que je connais bien, j'ai pas très envie d'en refaire un troisième. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça m'ennuie de refaire encore une fois la même chose, quelque chose que je connais. Et donc, j'avais envie de rester sur cette lancée d'hébergement donc touristique, courte durée. Hein, on est sur un hébergement de 2 jours, 3 jours, 1 semaine pendant l'été. Ça sera, même pour le prochain projet, de la location courte durée. Donc, j'avais envie de rester là-dessus, mais aussi de changer un peu, de faire quelque chose d'un petit peu différent. J'ai toujours été attirée, il n'y a pas que moi, je le sais, par la notion d'habitat insolite. Donc, j'avais envie de trouver quelque chose, de rajouter une propriété avec un petit peu de terrain. Et sur ce terrain, pouvoir mettre des cabanes, des tentes, des tipis, des yourtes, que sais-je, quelque chose qui serait de l'ordre de l'habitat insolite. Donc ça, c'était déjà une première envie. Donc, faire quelque chose qui parte de l'expérience que j'avais déjà sans pour autant être exactement la même chose. Donc, par exemple, il n'était pas question de racheter un gîte pour une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, je fais des gîtes pour 20 personnes. Ça, c'est quelque chose que je connais tout à fait bien. Je n'avais pas du tout envie de racheter un gîte pour 20 personnes. J'avais envie donc de mettre des tentes, des tipis, des yourtes, enfin de l'habitat insolite. Et puis, j'avais pas mal de demandes, et j'ai toujours pas mal de demandes d'ailleurs, pour des personnes qui voient les photos de mon gîte près de Tours, où il y a un grand jardin, où il y a une piscine, où il y a un barbecue, où il y a de l'herbe. Et donc, ils ont très très souvent envie de venir à beaucoup plus que 20, donc à 30, 40, 50, pour faire ce que j'appellerais une garden party. Donc, dormir, on ne sait pas à combien, mais surtout passer la journée dehors, autour d'un barbecue. Ce qui nous amène donc à un projet un petit peu plus différent, un tout petit peu différent, un projet où effectivement il va y avoir une salle de réception, ce que je n'ai pas aujourd'hui. Donc on quitte le concept d'hébergement de gîte pour arriver sur un concept d'événementiel, de réception. Et donc j'avais dans l'idée d'acheter un bien qui me permettrait de faire des réceptions, réceptions de mariage, de baptême, d'enterrement de vie de jeune fille, garden party, et puis avec du couchage en dur, mais aussi des cabanes, donc, et une salle de réception et une piscine, parce que la piscine c'est super important, surtout quand on va vers du réchauffement climatique. C'est peut-être pas trop écologique en réalité, mais c'est quand même super important pour que des gens aient envie de venir, plus donc un jardin pour mettre les cabanes. Donc tout ça, c'était mes contraintes de base. Autre contrainte, c'était de le faire toujours dans la région de Tours, en France. Donc pourquoi la région de Tours? Tout simplement pour que ce soit un petit peu plus facile pour moi, qui est pas des masses de temps pour mettre en place le projet. Bien évidemment, une fois que le projet sera en place, ça n'est pas moi qui vais directement le gérer, mais d'expérience, des fois, il faut y aller, il faut jeter un œil, il faut racheter des petites choses, et donc des fois, il faut aussi pouvoir aller porter 2, 3 petites choses qui manquent en termes d'équipement. Donc c'est bien quand c'est pas trop loin.
Voilà. Donc ça, c'était le projet d'origine et donc j'ai cherché en région de Tours et j'ai trouvé quelque chose qui convenait ou qui en tout cas répondait à mes critères dans une ville qui s'appelle Saint-Épin et où effectivement, donc qui est à 20 minutes de Tours par l'autoroute, je suis à 5 minutes de la sortie d'autoroute et j'ai donc une propriété qui a 2 hectares. Je vais vous la montrer d'ailleurs, je dois avoir un petit plan. Et voilà, donc là vous me voyez moins, mais c'est plutôt ça qui est important. Je vais prendre un petit stylo pour vous montrer des choses. Donc effectivement, là c'est bien évidemment le triangle. Donc vous avez la propriété que j'ai trouvée. Donc vous voyez qu'il y a du terrain. Donc il y a une partie qui est une partie forêt, qui va être une partie non constructible, mais il y a une partie aussi où je vais pouvoir mettre des cabanes. Je vous rappelle que sur une partie non constructible, on ne met pas non plus, enfin c'est une zone agricole, donc dans une zone agricole, on ne met pas non plus de cabanes. On ne met pas non plus d'habitat insolite. Donc pour qu'on puisse mettre de l'habitat insolite, il faut que ce soit une zone agricole aménageable, donc une zone dite AH dans mon cas. Donc là on a une zone A, ça c'est le PLU qui nous donne l'information. Donc là on est en zone A avec des arbres qui sont entre guillemets préservés, pas très très gros. Je mettrais bien une petite cabane dans les arbres, mais là pour l'instant, d'abord c'est pas ma priorité, et puis ensuite ils sont pas tout à fait assez gros encore. Et la partie AH qui est là, qui est autour des bâtiments. Et cette partie-là, effectivement, où on va pouvoir mettre peut-être quelques petites cabanes supplémentaires. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, il y a 2 hectares. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de bâtiments. Donc là, on a un bâtiment, 2 bâtiments, 3 bâtiments, un 4e tout petit au milieu et un 5e qui est excentré, qui est la maison de gardien dont je vais vous reparler un tout petit peu puisque cette maison a une histoire dans cette vente, dans ce projet. Voilà, donc là vous avez une idée et à la fin de la vidéo, je vous montrerai tout ça en images. On ira faire un petit tour avec ma vidéo, avec mon portable. Donc, en attendant, effectivement, j'ai trouvé ce bien. Donc, le bien, je l'ai trouvé à peu près en avril. Pour vous donner des éléments, je vous ai dit ça allait être très concret. Je veux que vous puissiez vous appuyer là-dessus, vous dire, ok, je calcule, avril, l'achat définitif, il a eu lieu en septembre. Ça veut dire avril, mai, juin, juillet, août, ça veut dire 5 mois. Une vente, ça ne se fait pas toujours en 3 jours. Donc, une vente qui, en l'occurrence, a été assez longue. On va dire que j'ai visité début avril. Voilà, début avril et j'ai acheté début septembre. Donc, pourquoi une vente assez longue? Tout simplement parce que j'avais dans ma promesse de vente 2 conditions suspensives. Une première condition suspensive sur l'obtention du crédit, l'obtention de mon crédit. Une deuxième condition suspensive sur l'obtention du permis de construire. Ce n'est pas toujours obligatoire d'avoir ces 2 conditions suspensives. On peut n'avoir qu'une condition sur le crédit, ne pas avoir de condition sur le permis de construire. Mais dans ce cas-là, justement parce que zone A, zone AH, j'avais des inquiétudes, des questions concernant le positionnement de la piscine. Donc si vous regardez, là aujourd'hui, vous n'avez pas de piscine dans le terrain. On va peut-être le mettre comme ça d'ailleurs, ça sera mieux, voilà. Donc vous n'avez effectivement pas de piscine, donc l'idée c'était où va-t-on mettre la piscine, et on ne peut pas la mettre là-bas, on ne peut pas la mettre d'abord parce qu'il y a des endroits où il y a des cailloux, donc on va juste éviter parce qu'il y a des gros rochers, et on ne peut pas la mettre non plus par là parce qu'on est trop loin des bâtiments, et donc en étant trop loin des bâtiments, le PLU ne nous permet pas de mettre la piscine à moins de 30 mètres, à plus de 30 mètres d'un bâtiment. En tout cas, dans la zone dans laquelle je suis. Ça, c'est pas gravé dans le marbre, bien évidemment. Vous allez voir le PLU de la commune dans laquelle vous achetez. Donc, pas possible, quelques précautions à prendre par rapport à la piscine. Donc, je voulais avoir l'obtention du permis de construire avant de démarrer avec l'achat définitif de la maison. Donc, il s'est passé quoi? Il s'est passé d'une part que au niveau du crédit, effectivement, j'ai eu le crédit que je voulais. Néanmoins, ça n'est jamais simple. Il ne faut pas imaginer que parce que vous avez un petit peu plus d'argent, ça va être un petit peu plus simple. Qui plus est, j'achète
en société systématiquement, et la société avec laquelle je voulais acheter avait déjà un crédit, donc était déjà endettée. Je suppose que si j'avais recréé une société ex nihilo, toute belle, toute propre, sans dette, une SCI ou équivalent, sachant que j'avais de l'apport de de ma société mère, peut-être qu'effectivement ça aurait été plus facile, mais pour des raisons notamment de transmission, je voulais absolument et puis de facilité de gestion aussi, je voulais absolument que le nouvel achat soit dans une société qui avait déjà un crédit qui n'est pas fini de payer. Donc c'était un petit peu sportif, mais bon, effectivement, j'ai obtenu mon crédit, donc ça, condition suspensive levée. Après, concernant le permis de construire, donc d'une part, pour déposer le permis de construire, il fallait avoir des plans des bâtiments. Des plans des bâtiments que je n'avais pas, parce qu'il n'y en avait pas d'origine, donc il a fallu que je fasse appel à un architecte, et pour faire les plans, et pour déposer le permis de construire auprès de la mairie. Et faire appel à un architecte, ça m'a coûté 6 000 €. Alors on pourrait dire que ce n'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble du projet, si ce n'est que quand vous mettez les 6 000 € sur la table, vous les mettez sans savoir si vous allez avoir ou non le permis de construire à l'arrivée. Donc c'est à un moment donné où c'est un côté un petit peu désagréable, c'est j'investis 6 000 €, je compte bien avoir ce permis de construire, mais si ça se trouve, je ne l'aurai pas. Si je ne l'ai pas, la condition suspensive va tomber concernant le permis de construire, et donc je n'achèterai jamais, j'aurais juste dépensé ou gaspillé 6 000 €. Tant pis, qui ne risque rien n'a rien, donc à un moment donné, ok, je mets ces 6 000 € sur la table pour avoir mes plans d'architecte, pour avoir le dépôt du permis de construire. Donc dépôt du permis de construire, refusé une première fois. Refusé pour 2 raisons. Une première raison de sécurité, parce que la bouche incendie est trop loin de la propriété, et c'est aussi une propriété où il va y avoir donc beaucoup de bâtiments, une salle de réception avec une centaine de personnes à l'intérieur. Donc qui dit une centaine de personnes dit qu'il y a des normes de sécurité à respecter, avec des bâtiments où là aujourd'hui en dur je dois avoir 35 couchages à peu près. Donc on va sur l'idée d'avoir 35 couchages et d'avoir une salle de réception qui va permettre d'accueillir entre 100 et 120 personnes. Donc toujours est-il que, effectivement, premier refus. Donc premier refus pour 2 raisons. La première, sécurité, la bouche à incendie est trop loin par rapport à la propriété. Et c'est là où la piscine, qui au début était pour moi un enjeu, un problème, va devenir la solution, puisqu'en réalité, le permis de construire va m'être octroyé ensuite et le problème de la sécurité va être levé. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a la piscine, que la piscine va être en eau toute l'année et qu'à partir de ce moment-là, les pompiers peuvent se servir de la piscine en relais si jamais il y avait un problème d'incendie. Donc j'ai un petit cahier des charges par rapport à la piscine, c'est un moindre mal, et donc effectivement, très paradoxalement, ce qui au début me paraissait être un problème est devenu en réalité la solution par rapport au projet. Donc la sécurité, première chose, refus à cause de cela, et refus à cause d'une deuxième chose, à savoir que sur les plans, j'ai donc sur les plans et sur les plans de qu'est-ce qu'on va créer. Donc qu'est-ce qu'on va créer, ça va donner ça. Voilà, donc là vous l'avez un petit peu plus en gros plan. Donc ça vous dit quoi? Ça vous dit que le bâtiment A est inchangé, c'est-à-dire qu'il est déjà, on va rien faire, enfin on va un petit peu aménager dedans, mais il va rester comme ça. Que ce bâtiment-là va devenir de l'hébergement, celui-là va devenir de l'hébergement, la piscine, vous la voyez, elle est bleue, elle est là. Et là, on va avoir donc ce que j'ai appelé dans mon premier dépôt de permis de construire une salle de réception. Vous avez également là qui est la maison de gardien, qui est une habitation, et en réalité ça reste une habitation puisque certes il n'y a ni eau ni électricité aujourd'hui, donc c'est une partie des travaux qu'on va faire, mais n'empêche que au niveau du permis de construire, au niveau du PLU ou du cadastre, c'est bien une maison d'habitation. C'est juste que comme elle est très vieille, à l'époque, ils n'avaient pas d'eau, pas d'électricité. Mais il y a des cheminées. Donc, la salle de réception, donc j'ai déposé au début un premier permis de construire en disant
que j'allais faire une salle de réception avec une véranda pour l'agrandir. Là aussi, paradoxalement, je pensais que le fait de faire une véranda, le fait de faire à un moment donné un pool house ou un petit bloc sanitaire allait poser problème. En réalité, pas du tout. La véranda, le bloc sanitaire, tout ça s'est passé très très facilement. Par contre, à un moment donné, il y a marqué salle de réception. Et sur le PLU, je peux avoir de l'habitation, je peux faire un changement de destination de grange à habitation, je peux faire un changement de destination de grange à hôtel. Donc ça, c'est pas un problème. Mais en réalité, il n'y a pas de cases qui disent changement de grange à salle de réception. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a pas de case salle de réception. Donc méfiez-vous, petit conseil, mes vidéos vont être truffées comme ça de petits conseils. Petit conseil, méfiez-vous des cases. Donc faites ce qu'il faut pour rentrer dans les cases, puisqu'en réalité, voilà, ça restera une salle de réception. On l'a rebaptisée salle à manger. Concrètement, c'est exactement la même chose. On va avoir la cuisine attenante avec la salle à manger où les gens vont manger. Mais tout simplement, c'est que lorsque la personne a lu le projet de permis de construire, elle n'a pas trouvé la case où il y avait marqué salle de réception. Et dans le PLU, il n'y avait pas marqué salle de réception. Il y avait marqué hôtellerie, il y avait marqué habitation. Donc, je suis tout à fait couverte dans le fond, dans le sens de la chose. Donc, c'est tout à fait clair, légal et tout ce qu'on veut. C'est juste que la case n'existait pas. Donc, il a fallu redéposer un permis de construire pour à ce moment-là dire on est dans une salle à manger. Salle à manger, à ce moment-là, plus aucun problème, je connais la case et donc j'ai l'accord sur le permis de construire. Compte tenu de l'achat en avril et de un premier passage par permis de construire, un deuxième passage, en théorie, ils ont 2 mois pour réagir. La première fois, ça a mis à peu près 2 mois. La deuxième fois, ça a été très rapide puisque la personne connaissait le produit, qu'on était, ou le projet, qu'on est dans une petite commune, que le maire était au courant du projet également. Et donc, on a eu l'accord à peu près début août. Néanmoins, en août, le notaire, fort logiquement, est en vacances. Et donc, nous nous sommes retrouvés début septembre pour signer début septembre. Quelques éléments supplémentaires, cette vidéo est un petit peu plus longue que les autres, mais je pense que c'est important de vous donner l'ensemble des informations. Donc quelques éléments supplémentaires concernant les montants, qu'est-ce que j'ai acheté, pour quel montant. Donc j'ai acheté donc, cette propriété pour un montant de 325 000 euros. 325 000 euros, en réalité, c'était le prix affiché au démarrage. J'ai négocié la propriété, donc je suis arrivé à 295 000 euros. J'aurais pu acheter la propriété pour 295 000 euros sans la fameuse maison de gardien. Donc cette maison qui se situe un petit peu à l'écart, qui donc est là. Sur le schéma. Donc, les propriétaires voulaient dans un premier temps se garder la maison de gardien et vendre le reste. Donc, le reste, j'aurais pu effectivement l'avoir pour 295 000 euros. Donc, j'avais effectivement négocié 30 000 euros en moins. Il se trouve que pour moi, la maison de gardien, elle était intéressante, c'était intéressant de l'avoir parce que ça complétait l'ensemble. Et donc, j'ai proposé au propriétaire mon prix en disant, bah, écoutez, voilà, moi je suis d'accord d'acheter tout, y compris la maison de gardien, parce que ça n'avait pas de sens de ne pas l'acheter. Et si je ne l'avais pas acheté maintenant, je l'aurais acheté jamais. Parce que ça avait du sens pour maintenant, ça n'avait pas de sens pour après. Les propriétaires en avaient convenu assez facilement et donc j'avais proposé 320 000 euros, y compris la maison de gardien, donc 25 000 euros pour cette maison qui est plutôt belle, qui a un petit terrain sympathique sur lequel si je voulais la revendre, je pense que je pourrais la revendre grosso modo 180 000 euros sans trop de problèmes, peut-être même plus. En ayant mis quand même l'eau et l'électricité dedans, puisque là aujourd'hui je n'ai pas encore ni eau ni électricité ni assainissement. Ça va faire partie des travaux. Donc toujours est-il que j'ai proposé effectivement 25 000 euros pour cette maison, donc le tout pour 320 000 euros. Et les propriétaires voulaient 330 et j'ai coupé la poire en deux. Je cède assez facilement sur des choses de type 5 000 euros. Pourquoi ? Parce que généralement je sais que
accepter un tout petit peu plus que donc 1000, 2000, 3000 ou 5000 euros de plus que le prix que moi j'ai proposé va permettre aux propriétaires de lâcher et donc très vite de dire c'est ok, je suis d'accord de vendre. Donc 325, ça c'est la maison, 40 000 euros de frais de notaire et de négociation, puisque le négociateur faisait partie du cabinet du notaire. Et on va rajouter donc 2 postes, et 2 postes qui sont importants, puisque j'ai à peu près 520 000 euros de 520 000 euros de travaux. Donc 520 000 euros de travaux, et on va rajouter 80 000 euros d'équipement. Donc les équipements, c'est le mobilier, c'est la cuisine semi-professionnelle, mais ça peut être aussi les cabanes ou la véranda qui va agrandir la salle de réception. Donc à l'arrivée, on est sur un projet de quasiment 1 million, 950, 965 000 euros. Donc c'est un gros projet. Je ne vous suggère pas, encore une fois, de vous lancer dans un projet aussi gros. Et peut-être que vous allez me dire, mais moi, j'ai pas du tout les reins assez solides pour ça. Peu importe, prenez l'expérience, vous allez voir. En plus, on a 5 bâtiments. Donc 5 bâtiments, ça veut dire plein d'histoires, plein de bâtiments différents, des bâtiments pour recevoir du public, des bâtiments qui sont déjà plutôt prêts, où il y a juste un petit peu de rénovation à faire, un bâtiment, une grange qu'il va falloir transformer en gîte, la maison de gardien qui va être mise un jour à la location pour un gardien de la propriété, il va y avoir des cabanes qu'on va rajouter. Donc tout ça, vous allez voir que c'est une grande aventure qu'on va partager ensemble. Juste pour finir, et avant d'aller se promener dans les allées, donc 965 000 euros à peu près, 2 tiers financés par du crédit, 1 tiers qui correspond à un apport ou à l'argent que je pouvais avoir sur le compte de la société qui a acheté la propriété. Voilà, vous savez tout, donc on se retrouve dans une semaine, et dans une semaine, je vous parlerai de la constitution de l'équipe, puisqu'on va démarrer avec les travaux, et vous allez voir quelle équipe j'ai choisie, pourquoi, comment et avec qui je vais travailler tout au long de ces 4 mois à venir. À très vite, je vous laisse dans les allées de la propriété pour que vous puissiez faire une première petite découverte visuelle des lieux. On se retrouve la semaine prochaine.